Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne d'inférence pour votre information. Avant tout, prenons les grandes articulations de ce journal. Les militaires FARDC de la province de l'Ituri ont réussi à saisir à Irumu plus de 500 munitions de guerre et autres objets qui se dirigeaient vers le territoire de Djougou. Les femmes maraîchères de la vallée de Funa ont bénéficié ce samedi 29 août des kits agricoles de l'ONG Solutions for Congo. Victoire, lieu d'ambiance, vit au rythme des embouteillages quotidiens causés par un manque criant de feux de signalisation, de parking, ajouté aux tracasseries policières. Dans le corps de ce journal, ils interviendront à partir des États-Unis, de la Côte d'Ivoire et du Congo central. Vous les découvrirez, nous apporterons des fraîches informations. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé par visioconférence le 46e Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine, suivant un extrait du compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement. Compte rendu de la 46e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 28 août 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 46e réunion du Conseil des ministres, présidée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le point ci-après figurait à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Président de la République a exposé sur les points suivants. 1. Règlement des cotisations du pays auprès des organisations internationales. Le Président de la République est revenu sur la nécessité de régulariser les cotisations de notre pays auprès des organisations internationales dont nous sommes membres, en particulier l'ONU et l'Union africaine, en épongeant les arriérés de nos cotisations, et cela en considération des implications qu'entraîne le non-paiement de ces arriérés en termes notamment de privation du droit d'éligibilité à des postes de direction et du droit de vote. Le chef de l'État ayant constaté que cette situation n'a guère évolué, a chargé le Premier ministre de réunir Madame la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, son collègue de la coopération internationale, ainsi que le ministre des Finances, afin de faire l'état de la situation et de proposer au prochain Conseil des ministres un plan d'appurement des arriérés de dites cotisations. 2. Des ports privés illégaux et clandestins. Le chef de l'État a rappelé la réglementation en vigueur dans notre pays qui encadre strictement l'activité des ports du fait que ceux-ci sont traditionnellement considérés comme des ports-services où l'autorité portuaire s'occupe de tous les services opérationnels du port. Il a relevé qu'en violation de cette réglementation, de nombreux ports privés sont créés en toute illégalité et fonctionnent en marge de la légalité et des principes régissant le domaine public de l'État. Ça a été dit dans les sommaires, trafic d'armes et munitions en province de l'Ituri. Le secteur opérationnel vient de mettre la main sur une femme épouse d'un ancien chef de chefferie en territoire d'Irumu. Environ 500 munitions de guerre en partance vers Djougou et quelques gris-gris ont été saisis. Le porte-parole des FARDC Ituri appelle les concernés à cesser ce genre de pratiques avant qu'il ne soit trop tard. Je vais plus de reportage de notre correspondant sur place, Tony Nzolameso.
Des gris-gris et un bidon d'huile vide transformé en sac de transport de munitions de guerre, c'est ce qu'on a découvert dans un colis appartenant à Espérance Bagouni, épouse du feu, chef de chefferie de Babelebe, décédée l'année dernière en territoire d'Iroumou. Appréhendé hier dans la soirée au pont Chari reliant Bounia et Mwanga par les services de renseignement du secteur opérationnel Ituri, Espérance Bagouni, 30 ans révolue, est accusée de coopérer avec les groupes armés dans les trafics de munitions de guerre contre l'or et autres matières précieuses. Comportement que fustige Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC Ituri. Les Ituriens sont en train de détruire leur propre province. Une femme qui est là que pour ravitailler les groupes armés en échange avec l'or. Ici, nous interpellons ceux-là qui soutiennent ces groupes armés de cesser avant que cela soit tard. Et le vice-gouverneur d'appeler les groupes armés à s'imprégner du processus de paix en cours. Charles Doudou Martin demande que justice soit faite. Pour nous, c'est vraiment très regrettable qu'une maman de surcroît puisse se permettre des comportements de ce genre. Il y a des gens qui se permettent de continuer ces sales aventures et il y a aussi ces éléments de Codeco qui se retrouvent justement dans la région minière où elle a mené justement ses cartouches. Et tout ce que je vais demander, c'est que le secteur puisse rapidement terminer l'enquête pour qu'on puisse la transférer très rapidement à l'auditorat pour qu'elle soit sérieusement chantier. En attendant, les enquêtes sont en cours pour dénicher les facilitateurs de ce genre d'opération. Dans un tout autre registre, la structure Solutions for Congo, sous l'initiative de Madame Nala Müller, allemande d'origine congolaise, par l'entremise de l'ONG Femmes et Enfants, a remis des kits agricoles composés des arrosoirs et semences aux femmes maraîchères de la vallée de la Funa. C'était aussi l'occasion de les sensibiliser sur les gestes barrières. José Moussangana et Ig Moussangilaya. Des kits agricoles comprenant les arrosoirs, les houes et les semences ont été remis aux femmes maraîchères de la vallée de la Funa. Œuvre de la structure Solutions for Congo, initiée par Madame Nala Müller, dont l'exécution a été assurée par l'ONG Femmes et Enfants. Nous avons fait le choix parce que notre vision consiste également à accompagner les femmes et spécialement les femmes rurales. Nous avons vu que les conditions de travail de ces mamans nous renvoient directement à des précarités que nous constatons dans les milieux ruraux, et raison pour laquelle nous avons ciblé un échantillon des mamans pour essayer de vulgariser à ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, ensuite de réfléchir sur les respects des gestes barrières. C'est vrai, aujourd'hui, on ne parle pas vraiment suffisamment, mais la maladie existe. Alors c'était pour nous une façon de pouvoir sensibiliser ces mamans dans leurs activités champêtres, de continuer bien évidemment à respecter les gestes barrières. Comblés, les bénéficiaires ont laissé tomber quelques mots. Merci Mingi pour la maman Nala. Nous remercions Madame Nala Müller car nous avons été rejetés dans la société, mais elle au moins a pensé à nous puisqu'elle connaît notre valeur. Nous lui demandons qu'une seule chose, de continuer à nous soutenir. Ce fut aussi l'occasion de les sensibiliser sur les gestes barrières. Solutions for Congo entend organiser dans un avenir proche une campagne de récolte qui consiste à racheter la production des fermiers et agriculteurs pour la distribution aux plus démunis des communes périurbaines de Kinshasa et d'autres villes du pays. Entamons à présent une petite balade à travers la ville de Kinshasa et ses méandres. On commence par la commune de Kasavubu. Le manque de feu, de signalisation et de parking créent d'énormes embouteillages sur l'avenue Kasavubu aux heures de pointe, à constat de Rochard Fido et José Moussangana. Un monstre bouchon routier qui prend des allures alarmantes. Ici, sur l'avenue Mangaï, vers la direction Prince Kasavubu. Au dire de chauffeurs et motards, policiers de roulage et conducteurs seraient à la base de cette situation. En tout
C'est nous, chauffeurs et policiers de roulage, qui sommes à la base de cette situation. Surtout les policiers de roulage qui font cette tracasserie. Ils encouragent cet embouteillage pour percevoir de l'argent. Qu'on nous envoie des policiers de roulage pétris d'éthique. La faute revient aux policiers de roulage qui sont ici pour profiter de cette situation d'embouteillage afin de soutirer quelque chose. Face à cet embouteillage persistant, chauffeurs et motards sont unanimes. Seule la présence de policiers de roulage pétris d'éthique pourra décanter la situation. L'éclairage public n'existe plus sur les boulevards Kimbuta. Les habitants de Njili plaident pour la réhabilitation des lampadaires car les bandits profitent de cette situation pour créer l'insécurité. Les constats et de l'ordre, l'élo. Les célèbres boulevards Kimbuta dans la commune de Njili électrisent cette partie de la ville de Kinshasa, mais il y a un manque d'éclairage public depuis plusieurs mois. Le long de cette route, les poteaux existent, mais à cause du manque de suivi et d'entretien, et la nuit tombée, c'est l'obscurité qui s'accroche, parfois des scènes d'insécurité. Les riverains des boulevards Kimbuta appellent à l'autorité urbaine de qui dépend l'éclairage public pour étendre l'opération d'éclairer la capitale Kinshasa. Nous invitons l'autorité compétente à venir réhabiliter les lampadaires ici sur le boulevard Kimbuta. Nous qui habitons la commune de l'Anjili, nous sommes exposés à l'insécurité grandissante à cause du manque de l'électricité. Depuis sa construction du boulevard Kimbuta en 2011, la population de ce coin affirme n'avoir jamais venu les services d'entretien pour remplacer les lampes abîmées. L'artiste musicien, là nous ouvrons cette page consacrée à la culture. L'artiste musicien Prince David Chimanga a procédé à la présentation de son single dénommé Congo et Kubunga. La cérémonie a eu lieu le vendredi 28 août en présence des chevaliers de la plume dans la commune de Kinshasa pour le compte de la chaîne de référence Ketian Koi et José Moussangana. Congo et Kubunga, un single du frère Prince David Chimanga, une chanson qui dénonce les antivaleurs, une œuvre qui prône l'amour de la patrie. Ce patriotisme, l'artiste l'a puisé dans la Bible et dans la Constitution en son article 63. C'est notre nation, nous avons plein de droits et devoirs de l'aimer et savoir que le Congo doit changer et ça change déjà. À travers ce morceau, l'artiste invite tout le monde, gouvernant comme gouverné, à l'amour patriotique, gage de tout développement. On vous a annoncé en début de journal que nous allons nous entretenir avec trois intervenants de différents horizons. Nous commençons avec Monsieur Kodia Mbete, qui est un de notables de la province du Congo central. Il est déjà en direct avec nous. Bonsoir, Monsieur Kodia Mbete. Bonsoir, messieurs les journalistes. En rapport avec la crise interinstitutionnelle qui sévit au Congo central, vous êtes parmi ceux qui ont soutenu la tenue du dialogue pour sortir la province du Congo central de cette crise. Mais les travaux de consultation pour ce dialogue amorcés par les chefs coutumiers ont été suspendus par les VPM et ministres de l'Intérieur. Qu'en dites-vous? Ah oui, hein, nous avons une certaine expérience en cette matière. Nous étions à San City, c'est grâce au président Etienne Tshisekedi Wamulumba, de Rez et célèbre mémoire, que nous avions obtenu l'accord global et inclusif. Pas plus tard qu'en 2016, il y avait aussi les mêmes problèmes. Il y a des gens qui s'étaient retrouvés à la cité de l'OIA avec M. Eden Kodjo, mais finalement,
le président Etienne Tshisekedi s'était investi pour qu'on puisse avoir un dialogue qui soit inclusif. Donc dans cette matière-là, nous connaissons qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les protagonistes à se mettre autour d'une table et trouver la bonne solution. Est-ce que vous avez une autre médiation à proposer pour la réussite de ces dialogues au Congo central? Donc pour les cas d'espèce, pour les cas qui concernent le Congo central, nous pensons que nous pouvons intéresser les églises au niveau de l'IDPS. Congo central ici, nous avons réfléchi et nous avons estimé que nous pouvons impliquer les églises dans cette affaire. La médiation des églises, je crois que nous tous nous prions. Et au niveau du Congo central, c'est l'église kimbangiste que nous avons estimé à mesure de conduire les consultations. Mais il faut mettre des garde-fous à côté de l'église kimbangiste. Il faut associer l'église catholique, il faut associer l'église protestante, il faut associer les musulmans, il y a les églises des réveils qui existent. Donc ces panels de facilitateurs pourraient nous aider à mettre autour d'une table même les frères ennemis du Congo central et nous aurons une solution. Et même s'il faut trouver un lieu, chez nous à l'IDPS, nous avons même estimé que nous pouvons aller même en Kamba et nous réunir là-bas. Et c'est ça notre contribution. Et nous continuons à soutenir, nous continuons à prendre aussi des contacts à notre niveau parce que nous sommes l'église au milieu du village, nous sommes les partis au pouvoir. Quand il y a des problèmes au niveau de la province, ça nous met très mal à l'aise parce qu'il y a les chefs de l'État qui doivent réaliser ces promesses électorales même au Congo central. Lorsque les frères ou soit les ressortissants du Congo central n'arrivent pas à accorder leur violon, ça retarde l'application du programme du chef de l'État. Donc même nous, l'IDPS, déjà, nous sommes en train, en dehors de la médiation qui doit être faite par les églises, comme nous l'avons proposé, mais nous-mêmes aussi, en tant qu'église au milieu du village, nous continuons les contacts avec tous les protagonistes pour accélérer les choses. Voilà ce que nous pouvons vous dire concernant la médiation ou la facilitation pour la réussite de ces dialogues. Une toute dernière question par rapport à l'assassinat du député provincial tué à Matadi la nuit du vendredi 14 au samedi 15 août. Une certaine opinion pense que cet assassinat est lié à la crise interinstitutionnelle qui sévit présentement au Congo central. Alors, d'après vous, quelle lecture faites-vous? Est-ce un crime crapuleux ou encore un assassinat politique? Bon, c'est trop tôt d'émettre des avis sur cette affaire, mais c'est tout ce que nous pouvons vous dire maintenant. En tant que Congo, nous regrettons cet assassinat. Le Congo central n'a jamais vécu ce genre de scènes horribles. C'est pour la première fois que nous nous retrouvons avec des cas pareils. Alors ça fait même la honte de nous les Congo. Lier ça à la crise interinstitutionnelle, je crois que ce sont les enquêtes qui sont à court, qui doivent déterminer les tenants et les aboutissants dans cette affaire. Nous faisons confiance en notre justice, c'est que nous, l'IDPS, nous prenons l'état des droits. Nos magistrats feront correctement le travail. Moi, je suis serein, je sais que les vrais coupables dans cette affaire seront mis hors d'état de nuire. Parce que nous ne pouvons pas encourager de tels actes qui déshonorent la province du Congo central, réputée depuis toujours une province pacifique, avec une population pacifique, une population qui, en tout cas, qui n'est pas barbare. Quand nous nous retrouvons avec des cas pareils, nous devons ouvrir l'œil et les bons pour qu'à l'avenir, de tels actes ne puissent plus se reproduire. Donc les coupables dans cette affaire doivent avoir des sanctions exemplaires pour décourager les éventuels assassins de demain. Ils peuvent emprunter également la même voie. Ok, merci monsieur Kodia Mbete. Je rappelle, vous êtes notable du Congo central. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup, c'est pour moi un grand honneur
d'être l'invité du journal de l'antenne A. Je vous remercie pour cet honneur que vous m'avez donné et je souhaite bon week-end aux téléspectateurs de l'antenne A et à tout le monde. Nous allons passer au deuxième intervenant qui lui est à Abidjan. Il est journaliste, il a pour nom William Akiré. Je m'en vais d'ailleurs les saluer immédiatement. Bonsoir William Akiré. Bonsoir James. Quelle est la situation présentement en Côte d'Ivoire en général et particulièrement à Abidjan, car c'était tendu, hein, il faut le dire, tout récemment. Alors, je dirais qu'en ce moment en Côte d'Ivoire, la situation, comme le diraient les Espagnols, c'est altibaros, c'est-à-dire il y a des moments où c'est un peu plus tendu et puis il y a des moments où c'est un peu plus calme. Là, en ce moment, c'est le calme. C'est vrai qu'il y a eu dernièrement des journées assez chaudes avec les marches à Abidjan et puis à l'intérieur du pays. Mais là, en ce moment, c'est un peu plus calme. Dans les différents QG, les candidats ont commencé à déposer leurs dossiers. Là, le dernier délai même, c'est lundi. Donc, bon, on dirait que c'est plus calme. Là, moi-même, j'ai fait un déplacement hors d'Abidjan. C'est plus calme, c'est plus calme, c'est plus calme. Voilà. Ok, la présidentielle est prévue dans 2 mois chez vous là-bas en Côte d'Ivoire. Quelques grosses pointures, on le sait, de la politique ivoirienne ont été radiées de la liste des candidats. Entre autres, l'ancien président Laurent Gbagbo. Cela est-il légal ou c'est une manœuvre, une énième manœuvre du pouvoir en place pour éliminer des concurrents gênants? Alors, oui. La question de la légalité de la radiation, bien de l'exclusion de certains candidats. Ce qu'il faut dire en ce moment, c'est que ce qui est à la base de cette tension, c'est la question du droit. La question du droit et son interprétation selon les différents camps, selon les différents QG. Je ne dirais pas que c'est légal, je ne dirais pas aussi que c'est illégal, puisque moi je ne suis pas juriste. Cela dit, il me semble que normalement, en le cas d'espèce, il y a des recours. Donc les candidats qui seront exclus ou bien radiés de la liste pourront engager simplement les recours là, et puis on verra ce que ça va donner. Mais dire que ce n'est pas légal, je ne pourrais pas le dire parce que aujourd'hui le droit, j'ai envie de dire, assez capricieux, hein, parce que comment l'interpréter correctement, c'est ça aussi l'une des raisons de cette crise en ce moment en Côte d'Ivoire. Parce que bon, on n'arrive pas à dire clairement si un tel est dans la vérité, si un tel est dans le droit, un tel est dans la légalité. Voilà, donc c'est ce qui est un peu gênant. Mais bon, je pense qu'il y a des recours qu'ils pourront utiliser pour revendiquer leur candidature. Alors William, peut-être une dernière question. Êtes-vous personnellement optimiste ou pessimiste pour la suite du processus électoral chez vous en Côte d'Ivoire? Vous m'arrachez un sourire là. Alors, si je suis optimiste, si je vous dis que je ne suis pas optimiste, ça serait renier ma nature en fait, parce que de nature, je suis très très optimiste. Mais plus sérieusement, je dirais que pour avoir échangé avec des amis, des proches, je dirais qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont envie d'aller à la paix, ont envie de vivre plus sereinement, parce que depuis 1999, c'est des années de crise interminables. Ceux par exemple qui sont nés en 1999 ou bien en 2000 n'ont connu que ça. Et aujourd'hui, ces personnes ont envie de connaître une Côte d'Ivoire plus sereine, plus zen et plus en paix. Voilà, donc je pense qu'on pourra compter sur la sagesse des Ivoiriens, même s'ils ont des divergences, ils pourront le dire dans le calme, de façon pacifique, sans qu'on en arrive à une crise assez tendue. Voilà, donc je continue d'être serein, d'être optimiste, et je pense qu'au soir du 31 octobre prochain, la Côte d'Ivoire sera grandie avec la démocratie qui aura triomphé. Allez, merci. Merci William Akiré. Bonne soirée
à Abidjan. Je rappelle que je viens de m'entretenir avec William Makiré, journaliste ivoirien basé à Abidjan. Merci James, à bientôt. Sans plus tarder, nous allons nous entretenir avec le dernier intervenant de cette soirée qui, lui, est au pays de l'oncle Sam, plus précisément à Atlanta. Il s'agit du journaliste congolais Freddy Montiri, international qui a longtemps presté ses services ici à Kinshasa, chez Top Congo FM. D'ailleurs, on l'avait surnommé à l'époque FMI, Freddy Montiri international. Alors, il est en ligne déjà avec nous. Bonsoir, Freddy Montiri. Bonsoir James, et merci de m'avoir. Alors dites-nous Freddy, qu'est-ce qui explique cette spirale du racisme aux USA tout d'un coup ces derniers temps? Merci pour la question mon confrère et frère James Katamboa, et merci aussi pour l'invitation. Je veux pouvoir répondre plus rapidement en tout cas sur deux volets. Le premier volet, c'est que aux États-Unis, les médias ne se laissent plus faire, notamment parce qu'il y a la majorité de médias ici au niveau local dans différentes grandes villes qui sont aujourd'hui des propriétés des Noirs américains qui sont devenus carrément des Mongols. Je prends l'exemple par exemple de Tyler Perry qui est dans le cinéma, je prends l'exemple de Oprah. Ils sont nombreux en tout cas, qui sont aujourd'hui des milliardaires, qui sont propriétaires donc des médias et qui mettent à nu toutes les inégalités, bien sûr, touchant les Noirs américains. Mais il faut noter quand même que le racisme n'est pas seulement vu ou vécu aux États-Unis, mais aussi à travers le monde. Donc, si de l'autre côté du monde, on ne peut pas voir cela, c'est parce que tout simplement, les médias ou la presse ou les projecteurs ne sont pas braqués sur toutes ces situations. Mais maintenant, pour revenir à ce que vous dites du coup, oui, c'est eu en fait une réaction spontanée par rapport déjà à la mort de George Floyd, qui a touché beaucoup des Américains et même le monde entier, pour une personne qui est sans danger par rapport bien sûr aux policiers, qui est menotté, mais qui meurt tout de même. Alors cette brutalité de la police dérange et voilà, a donc fait remonter les choses sur la surface. Et enfin, c'est bien sûr cette pandémie du coronavirus qui a emporté plus de 180 000 Américains, mais dont la majorité est constituée des Noirs américains parce qu'ils n'étaient pas, on va dire, couverts par un système de santé adéquat. Thierry, Freddy, disons qu'actuellement, être noir et vivre aux États-Unis n'est-il pas devenu dangereux dans certains États? Comment vous, personnellement, vous en sortez? Non, non. Je ne pense pas que vivre aux États-Unis d'Amérique est devenu ou est pris comme un certain danger. Parce que moi qui te parle, tu le sais d'ailleurs, je suis congolais. Je ne suis pas natif d'ici. J'ai vécu à Washington DC, j'ai vécu à Boston, Massachusetts. Et au moment où je te parle, je suis à Atlanta, Georgia, au sud de Boston, qui est au nord-est, où il y a une majorité en tout cas d'hommes blancs qui évoluent, de blancs qui évoluent de l'autre côté. Donc je n'ai jamais vu, je ne me suis jamais senti en insécurité ou en danger parce que je suis noir. Mais il se pose un problème aujourd'hui. Il y a des extrémistes blancs et des extrémistes noirs aussi. Ça, il ne faudrait pas l'oublier. Parce que le racisme ne va pas dans un seul sens. Il y a aussi un autre sens qui arrive, qu'on ne découvre pas au niveau des médias. Il y a aussi des Noirs qui sont extrémistes, qui n'aiment pas des Blancs. Tout est parti bien sûr de l'histoire, parce qu'une grande génération ou de grandes familles noires ont distillé donc l'information de l'esclavagisme ou de la traite négrière à leurs petits-fils, à leurs enfants et autres, et qui aujourd'hui se répercutent sur le comportement de Noirs américains. Au niveau des écoles, cela ne se fait pas, mais au niveau des familles, oui. Mais quand tu me poses la question de savoir si je m'en sors, naturellement, oui, parce que tout se passe bien. Freddy Montiri, on va peut-être prendre cette dernière question pour parler de l'autre grande actualité chez vous là-bas aux USA. C'est la présidentielle qui est prévue pour au mois de novembre. Trump-Biden, c'est donc la grande bataille
de novembre prochain, là-bas chez vous aux USA. Qui est les favoris et pourquoi? Dites-nous un tout petit peu, Freddy Monterrey. Il est difficile aujourd'hui de répondre objectivement à votre question sur qui entre Donald Trump et Joe Biden va remporter les élections. Mais je voudrais quand même ici donner une certaine projection, on va dire, par rapport à ces élections. Déjà en commençant par le sondage. Le sondage actuellement donne Joe Biden favori de plus de 10% de plus que son rival, on va dire, Donald Trump. Mais maintenant, dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, jamais au mois d'août et septembre, un candidat qui mène dans les sondages de plus de 10% n'est échoué. Donc c'est lui qui a toujours mené de plus de 10% dans l'histoire des élections aux États-Unis d'Amérique. Entre août et septembre, c'est celui-là qui a toujours remporté les élections. C'est pratiquement une probabilité de 98% dans le sondage, en fait. Mais on le sait, selon Donald Trump, il y a une majorité silencieuse, selon lui, qui ne dit mot, qui va donc passer au vote et puis le voter. Et il y a tellement de dossiers qu'il faudrait ici mettre en compte par rapport à cette pandémie, comment est-ce que les élections vont se dérouler. Tout cela aussi sera d'un impact important, en tout cas, à ces élections. Allez, merci. Merci Freddy Monterrey et de bonnes choses à toi et à toute ta famille à Atlanta, là-bas, en Géorgie. Merci. Voilà, merci. Merci à tous nos techniciens pour cette liaison satellitaire impeccable. Ça n'est fini pour cette session d'information. Prenons le rappel des titres. Les militaires FARDC de la province de l'Ituri ont réussi à saisir à Irumu plus de 500 munitions de guerre et autres objets qui se dirigeaient vers le territoire de Djougou. Les femmes maraîchères de la vallée de Funa ont bénéficié ce samedi 29 août des kits agricoles de l'ONG Solutions for Congo. Victoire, lieu d'ambiance, vit au rythme des embouteillages quotidiens causés par un manque criant de feux de signalisation, de parking, ajouté aux tracasseries policières. Merci à Patrick Borel-Moukeni qui était chef d'édition. À ce côté, il avait Léonard Mouemeri comme réalisateur en leur nom. Et au mien propre, je vous dis un grand merci et excellent week-end en compagnie des programmes de la chaîne des références.